Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième webinaire Résilience. Je suis extrêmement content aujourd'hui d'accueillir l'OBV Matapédia Restigouche, notamment Mireille Chalifour, directrice générale, et Valérie Delisle-Gagnon, chargée de projet et biologiste. Aujourd'hui, comme je disais, on a la chance d'avoir un OBV qui fait partie en plus du projet Résilience, qui vont nous parler plus particulièrement de tout ce qui concerne leur stratégie de sensibilisation de mars concernant le ruissellement urbain. Donc, sans plus attendre, je vous donnerai la parole, Mireille ou Valérie. Alors, bonjour tout le monde. Comme vous voyez, on va faire une présentation d'équipe. Donc, vous avez, moi je me présente, mon nom c'est Mireille Chalifour. Valérie. Et Renaud. Alors, on travaille tous ensemble sur la campagne de sensibilisation. Là, ensuite, est-ce que tout le monde nous reçoit bien? Est-ce qu'ils nous entendent bien? Au moins, la qualité est bonne. Elle est bonne? Oui. J'ai pas compris, Marc-André, est-ce que la voix est bonne? Oui, il faut simplement pas bouger le micro, je crois. Ouais, c'est ça. Ce sera pas long, juste 4 secondes. Là. OK, voilà, micro stabilisé. Donc, je vous présente l'équipe de l'OBVMR. On a une équipe multidisciplinaire, comme que vous avez également. Oui. Diapo, on va s'ajuster, tout le monde ensemble. OK, on voudrait changer de diapo. Comme ça. C'est quoi, c'est la flèche? Fais genre. Fais genre, merci. Bon, alors, on va vous présenter notre projet de campagne de sensibilisation. Ce projet de campagne de sensibilisation est venu à l'aboutissement de plusieurs projets qu'on va vous montrer, qu'on va vous présenter. Alors, la gestion des eaux de ruissellement pour une cohabitation durable avec les milieux aquatiques, ça a vraiment été comme l'effet instigateur de la campagne de sensibilisation. La problématique des eaux de ruissellement urbain avec la rivière et la diffusion d'informations, c'était vraiment l'élément manquant. Je vais vous expliquer la problématique dans ce qui vient. Donc, vous connaissez le ruissellement urbain, en fait, c'est toute surface qui est imperméable, toiture, rues et autres qui amènent de l'eau à nos rivières, et ce, directement, généralement, à travers nos pluviaux, parce qu'on a beaucoup dans la philosophie du tout à l'égout. De cette particularité-là dans notre bassin versant, c'est qu'on a vraiment un bassin versant où on a du saumon qui remonte jusqu'en haut du bassin versant. Dans ça, on peut vraiment avoir, vu que le saumon monte jusqu'en haut, on monte jusqu'au lac Matapédia, on monte, donc toutes les municipalités, un à côté de l'autre, va cohabiter avec des aires de taconnage de saumon, des frayères à saumon et également les fosses de saumon qui se fait pendant tout l'hiver. Et comme vous voyez, tout ça est connecté à la chaîne, à la baie des Chaleurs. Dans le petit tableau là, qui est à côté, voilà, on est tous squeezés derrière l'écran, hein, vous savez. Dans le petit tableau ici que vous avez je sais pas, il va pas ma souris. Donc, à droite. Oui, c'est ça. C'est-tu moi qui fais ça? C'est toi, Marc-André? Donc, dans ce petit tableau-là, vous pouvez voir les indices de qualité de l'habitat du saumon que nous avons fait. Plus que c'est bleu foncé, plus que c'est propice à l'habitat du saumon. Donc, vous voyez qu'on a vraiment des aires de saumon là, qui sont vraiment propices alentour de la rivière. Ça, c'est de la municipalité de Amqui. Par rapport aux eaux de ruissellement dans la vie d'une forêt, les eaux de ruissellement représentent à peine 1% de du volume de ruissellement. Tout le reste va soit rentrer dans une eau peu profonde, soit va rentrer dans l'infiltration, et tout se refait à un moment donné. Donc, dans la forêt, c'est là qu'on a une recharge de l'eau souterraine qui est vraiment intéressante. Toutefois, quand on arrive dans un milieu habité, juste cliquer. Quand on arrive dans un milieu habité, on a vraiment un volume qui peut aller de 20 à 30%. Donc, on sait d'ailleurs qu'on sait que 10% de modification autour d'un cours d'eau, d'imperméabilisation, on vient affecter la qualité là,
de nos écosystèmes. Donc, c'est toutes des choses que vous connaissez, mais je vais juste faire une revision là-dessus, puis dont les effets de surverse, d'érosion, inondation. Et également, on pourrait parler en ce moment d'un autre effet qui n'a pas été rajouté dans cette diapo, qui devra être ajouté, effet d'étiage plus accentué, donc possibilité de manque d'eau pendant les étiages hivernales et estivales. Notre historique en tant que tel, nous, on a, depuis 2005, les gens ont ciblé, on a fait de la cartographie participative au début en 2005, puis on a ciblé la problématique de sédimentation à travers tout le bassin versant. De ça, on a, ensuite, il y a eu des études qui ont été faites pour le lac Matapédia, où on a su sur cette modélisation-là, qu'on aurait atteint 93% de la modélisation du lac Matapédia. Ensuite, on a travaillé fort avec les agriculteurs. On a baissé le taux de phosphore qui arrivait des agriculteurs. On était tous contents de travailler avec les agriculteurs jusqu'à quand on retourne aux études qui avaient été faites. Et on remarque que la problématique n'est pas vraiment dans les champs agricoles pour notre part. Elle est surtout au niveau habité. Là, on remarque qu'un hectare habité équivaut à 5 hectares d'hectares agricoles. Donc, on s'est dit, les agriculteurs, ça va, on continue la démarche avec les agriculteurs, mais on met ça quand même en deuxième plan, en action continue, et on se tourne vers les municipalités pour ça. Et c'est là qu'on commence à faire des projets là, plus clés en main et autres avec les municipalités, où on vous emmène à la campagne qu'on veut vous expliquer. Donc, les 4 mots que je vais commencer à vous dire, ce sont ralentir, répartir, capter, infiltrer. Qu'est-ce qui arrive dans un endroit où il y a eu il y a eu un développement, c'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de milieu humide qui vient à capter les eaux de ruissellement. Comme je le disais, là, on passait de moins de 1% d'eau de ruissellement à plus de 20 à 30% de ruissellement. C'est ce qu'on voit là, dans le pic que vous voyez, dans le pic rouge. Donc, c'est cette eau de recharge-là, on voit vraiment qu'après la pluie, il y a vraiment un pic qui se fait. Donc, on s'amène avec un débit vraiment critique. Et ensuite, on descend. Donc, ça descend en tour. Ça veut dire que tout est à l'égout. Donc, tout ce qui s'en va du toit, du driveway, du stationnement, qui s'en va jusqu'au trou d'homme et qui s'en va soit à la surface des égouts pluviales de la municipalité, il n'y a rien qui est infiltré. Donc, ce qui veut dire, c'est pour ça que le taux de recharge est beaucoup plus bas. Tandis que si mettons, on aurait eu plus d'endroits où on aurait pu capter et ralentir pour permettre l'infiltration, on aurait pu permettre une diminution là, plus graduelle là, du taux du débit et également accentuer l'infiltration. Le ruissellement urbain, dans la Matapédia, après la pluie, ça ressemble à ça. Donc, vous avez, après des grosses pluies, donc c'est vraiment une recharge directe. Fait qu'on parle vraiment de pollution, on n'est même plus en pollution diffuse par le fait qu'on ne sait plus de où. C'est un mélange de cocktails de tout part, tout côté qui viennent du secteur habité, mais c'est très ponctuel à chaque pluvial. C'est ça. Ensuite, la photo du bas, vous pouvez voir, c'est pas un montage photographique, c'est vraiment la photo avec la passerelle. Sur un côté, vous avez une eau là, qui est complètement belle et nettoyée. Et quand on va regarder sur l'autre côté, on a 5 pluviales qui se déversent à cet endroit-là. Donc, à ce moment donné-là, quand ces 5 pluviales se démarquent à cet endroit-là, bien, on a vraiment 5 pluviales qui fait vraiment des panaches et sédiments là, qui arrivent dans l'eau. Donc, vous comprenez la problématique de 1 pour 5 là, au niveau des habitats, au niveau de la cohabitation. Depuis le début, nos PDA est fait en coopération, en concertation avec le milieu. Et déjà dans le PDA, on pouvait voir l'impact des eaux de sédimentation, des eaux de ruissellement qui ressortaient à tout part et d'autre. Ça représente à peu près 75% de nos pistes d'action du plan d'action du directeur de l'eau de la Matapédia-Restigouche. Notre philosophie, c'est ce qu'on essaie d'éviter, c'est qu'on voit l'équipe de l'OBVMR qui choisit le contenu puis que les participants s'adaptent. On essaie vraiment d'emmener les acteurs dans un processus continu à travers tout le plan directeur de l'eau, puis dans la mise en œuvre. Et c'est ce qu'on essaie de faire vraiment à travers toutes nos actions. Cette philosophie-là transperce à travers toutes nos actions. Donc, on a fait beaucoup de terrain. On a regardé le terrain avec les gens suite à leur constat des problématiques. On a fait un PDE personnalisé aux municipalités, des aménagements modèles pour savoir comment on fait les aménagements des eaux de ruissellement. On a commencé à en faire des modélisations sur les changements climatiques. Maintenant, on regarde pour un cadre de gestion des eaux de ruissellement qui est plus résilient.
Mais il y a une problématique qui nous arrive et c'est la sensibilisation des gens. Donc, ma municipalité, c'est cahier des élus, c'est le cahier qu'on a fait, le plan directeur de l'eau qui est personnalisé à chaque municipalité riveraine. Ensuite, on a fait des études de modélisation. Qu'est-ce qui arrive si une municipalité intervient dans une problématique? Donc, ce que vous voyez dans le graphique qui est là présentement, c'est vraiment après une pluie, dans les conditions actuelles, quel est le débit qui va être ressorti? Ça va être la ligne en rouge qui va ressortir après le débit de crue. Si on enlevait, mettons, on prend la ligne verte, si on enlèverait les toitures, les entrées de pavés qui seraient gérées dans des aménagements pluviales, on vient diminuer également le débit. Puis si on enlèverait que toutes les eaux des toitures, des entrées privées et de la rue qui seraient gérées et qui n'iraient pas directement à la rivière et qu'on permettrait justement de ralentir, capter, infiltrer ces eaux-là, eh bien, on vient de diminuer de la moitié du débit d'eau de ruissellement avec tous ces contaminants directement à la rivière. C'est le cas pour Causapscal. Dans certaines municipalités, ça a le plus d'impact quand on intervient seulement au niveau résidentiel. Donc, l'importance d'avoir vraiment cette modélisation-là. Ménagement qui peut être fait à chacun des résidents. Il faut que ça commence des résidents à la municipalité. Les jardins puits pour le saumon. Et le cadre, c'est une politique de gestion des eaux de ruissellement que nous sommes en train de développer et travailler avec le milieu dans le contexte du projet Résilience. Tout ça, vous avez ce beau monde-là. C'est notre dernière rencontre que nous avons eue le 2 novembre passé. Donc, c'est une politique avec la ligne de temps là, qui doit se faire jusqu'en 2019, à la fin de 2019. Quand on a commencé à faire toute la politique, la sensibilisation, un événement qui est venu et nous a vraiment interpellés, puis c'est vraiment une anecdote que je vais laisser Valérie prendre la parole à ce moment donné-là pour ça. Oui, quand on faisait le projet en fait, dans le cadre du projet des Jardins de pluie pour le saumon, où on invitait les citoyens des 7 municipalités à participer au projet, à s'inscrire à des formations, à une série de formations qui mènent à une détermination qu'eux-mêmes faisaient sur la gestion d'eau de pluie qui est à faire sur leur terrain, puis après à des travaux. Pour amener les gens à participer à ce projet-là, on a fait beaucoup de communication, des publicités radio, on a vraiment fait beaucoup de choses. Puis, entre autres, on a fait du porte-à-porte. Donc, on est passé là, on a d'abord été porter un sac avec le logo du projet, avec plein d'informations dedans, qui disait « Nous allons passer dans 2 semaines vous parler du projet ». Là, 2 semaines plus tard, on retournait, puis il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés, puis qui nous disaient « Ah, on attendait que vous veniez, on a hâte d'en savoir plus, etc. » Puis, ce qui nous a vraiment surpris puis frappé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah, je pensais pas que ça me touchait. Je pensais pas que ce projet-là était pour moi, même si on avait mis des choses chez eux sur leur porte à eux. » Parce qu'ils disaient « Moi, je suis pas riverain de la rivière Matapédia. » Mais tu sais, on parle d'un cas où on est à Amqui, puis de chez eux, là, je suis sur le cadre de porte parce que je suis en train de vous parler, là, je vois la rivière plus bas, là, c'est vraiment pas loin, là. Mais pour eux, déjà, ils s'étaient distancés de la rivière parce que ils sont dans un quartier résidentiel, puis ils la voient plus, la rivière, à un moment donné. Fait que c'est là qu'on a réalisé que les gens, ils étaient vraiment déconnectés de leur impact sur la rivière au jour le jour. Première observation. Deuxième observation, malgré tout ce terrain-là, toutes les porte-à-porte, toutes les discussions, même si les gens étaient intéressés, il y en a très peu qui ont passé à l'action. Là, on s'est dit, OK, on a besoin de faire une grosse campagne de sensibilisation où on va essayer de cibler peut-être des gens avec qui on a moins des groupes de gens, des groupes d'âge qui connaissent pas l'OBVMR ou qui ont peut-être moins d'affinité pour les sujets environnementaux. Puis peut-être qu'on pourrait les convaincre d'aller plus loin. Donc voilà, la campagne de sensibilisation où on essaie de joindre tous les acteurs de l'eau, donc autant les citoyens que les élus, que les travailleurs municipaux. Les élus, les travailleurs municipaux, on travaille quand même avec eux depuis un moment, mais les élus, ça change dans le temps, donc il faut renouveler notre message assez régulièrement. Puis au niveau des citoyens, mais c'est souvent un peu plus difficile de les toucher, le message qu'on veut passer aux gens, c'est que c'est vraiment chez eux que ça se passe. La maison qui est sur le bord de la rivière, c'est pas juste les gens qui tombent sur le bord de la rivière, c'est tout le monde qui a un impact au final sur la rivière ou sur le lac ou sur les cours d'eau, même si on a l'impression qu'on est loin. Et
on rappelle tout le temps aux gens là, c'est quoi le principe d'un bassin versant, puis que leur maison, leur terrain joue le rôle aussi d'un mini bassin versant. L'eau coule sur leur toit, coule dans l'entrée, puis se rend jusqu'à la rue, dans le réseau. Dans le fond, l'exutoire de leur mini bassin versant se trouve être la grille de pluviale un peu plus loin dans la rue. Donc, on insiste beaucoup sur ce message-là. Aussi pour convaincre, l'aspect économique est toujours important à considérer. Je vais laisser Mireille là, parler un peu plus là, des détails de toute la recherche qui a été faite d'un point de vue économique. C'est sûr que toutes les retombées économiques par rapport aux poissons, parce que c'est sûr que là, l'impact est directement dans la cohabitation au niveau du poisson. Donc, on va vraiment aller chercher tous les chiffres économiques, les rapports d'économie qui peuvent exister dans la région, des retombées directes et indirectes. Donc, c'est tant pour le Touladi, pour le saumon, tout ce qui peut venir. Donc, par exemple, pour nous, la rivière au saumon peut représenter, ça c'était déjà en 2011, fait que c'est encore plus en ce moment, c'est 10,5 millions de dollars là, de retombées là, directement dans notre économie. C'est un autre exemple qu'on a utilisé l'aspect économique, c'est l'impact des rôles économiques également. C'est le service écologique que peut donner certains endroits ou l'eau d'infiltration. Alors, à Amqui, il y avait un projet là, de station d'essence sur une nappe phréatique qui est par infiltration, qui est sur le bord de la rivière. Donc, on a commencé à nommer avec les gens de la municipalité d'Amqui, on chiffré comment ça coûte et quel service économique il peut avoir. Fait que si, mettons, on veut reconstruire la filtration qui se fait naturellement, ça faisait 10 millions de dollars. Puis par année, on pouvait voir là, au niveau là, je vous fais ça rapidement, le tableau, le but, c'est pas ça, mais c'est pour vous montrer l'importance. C'est que le service écologique par année estimé était de 620 000 dollars qui était vraiment chiffré là, que la nappe phréatique offrait à la municipalité. Donc, essayez d'aller chercher ces chiffres-là. Trouvez-vous, je sais qu'INRS avait beaucoup de données là-dessus. Il y a vraiment des beaux outils là, avec Sophie Duchesne, à INRS notamment, qui travaille également potentiellement pour un autre projet là, sur les eaux de ruissellement. Fait que c'est vraiment des aspects à venir, aller chercher l'aspect économique. Et c'est avec ces argumentaires-là qu'on a réussi à ne pas avoir une station d'essence sur la nappe phréatique. Donc, voilà, comme je viens de vous dire, ça représente 10 millions de dollars. C'est une richesse collective pour en prendre soin de cette nappe phréatique-là. Puis, 620 000 dollars annuellement qui est investi, pour protéger ça. Le plan de communication. Donc, sur le plan de communication, ça se planifie. Là, je vais passer la parole aux autres. Mais sur ce plan de communication-là, avant qu'on commence, je vais inviter tout le monde à noter vos questions, des moyens qu'on va vous présenter, qui vous intéresseraient, qu'on pourrait mettre en commun. Donc, c'est vraiment, on va revenir sur cette présentation-là, là, sur les moyens qu'on pourrait mettre des pistes de solutions, parce qu'on veut vraiment partager cette connaissance-là. Puis, on sait que c'est des démarches que d'autres OBV vont potentiellement regarder. Fait qu'on veut vraiment partager ça. Donc, notez bien tout ce que Renaud et Valérie vont vous dire. Donc, c'est ça, à la base d'avoir un message puis d'avoir envie de discuter avec les gens, il faut qu'on centralise, qu'on fasse une stratégie. Donc, tout part avec un plan de communication. Et plus précisément, ça part avec un message. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire aux gens? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent? Il faut que tout soit relié à ce message-là. Donc, c'est vraiment, là, dans notre cas, c'est la gestion du ruissellement urbain qui a un impact sur l'écosystème aquatique. Donc, ça revient un peu à ce que Valérie Mireille disait. Les gens qui ne se sentent pas concernés, qui disent « moi, ce que je fais, ça ne touche pas », ben, notre message, c'est exactement ça. C'est comment on gère l'eau, ça a un impact. Ensuite de ça, on se prend des objectifs. Dans notre cas, on avait sensibilisé les citoyens, changé des comportements, sensibilisé des élus. On a fait une bonne distinction entre citoyens et élus, puisque c'est très différent ensuite les moyens qu'on va prendre pour atteindre les objectifs. Donc ça, c'est un morceau de notre plan de communication qu'on va vous partager par la suite. On a une boîte à outils. Mais donc, c'est comme ça qu'on se sépare. On commence par le message, puis c'est séparé par objectif, comme je vous disais. Ensuite, on a la méthode, qui sont en fait des grands thèmes comme les journaux, la radio, la télévision, etc. Et finalement, les moyens qui sont très concrets.
par exemple, dans les journaux, on voulait faire une capsule dans tel journal. Donc, on voit capsule dans l'avant-poste, étoile de Restigouche. C'est le même contenu qu'on veut partager dans les deux, mais c'est deux moyens puisque c'est deux acteurs différents. Donc, tout est listé à cet endroit-là. Puis ensuite, tous les moyens qu'on vient de voir sont détaillés. Ce qui est vraiment primordial, c'est de relier les moyens à un objectif. Là, on voit le premier carré rouge. Ça nous ramène aux objectifs dont on discutait tout à l'heure. C'est que si on n'est pas capable de relier un moyen à un objectif, il n'est pas nécessairement pertinent ou il faut le retravailler. Si on a un moyen qui va être efficace, automatiquement, il va servir à régler notre objectif. Donc, si on n'est pas capable de le relier, il faut qu'on voit qu'est-ce qui ne fonctionne pas puis le réajuster. Donc, c'est ça, le moyen de communication, c'est une action concrète. Les deux termes vont être utilisés assez également. On voit aussi, deuxième carré rouge, qu'il y a écrit « pas prévu » dans le budget. Ça, c'est ce qu'il faut éviter aussi. On a appris de ça. On s'était planifié des moyens de communication qui n'étaient pas dans nos budgets et vice-versa. On avait budgété des choses qu'on n'avait pas mis dans le plan de communication. C'est vraiment important que tout soit ensemble, sinon on échappe des morceaux. Donc, quand il faut se poser des questions, en anglais, c'est les 5 W, donc le qui, quoi, quand, pourquoi et où. Il faut se poser ça pour chaque moyen de communication pour vraiment s'assurer qu'il soit efficace et qu'il atteigne son but. Donc, on revient toujours à l'objectif. Par exemple, pour une publicité radio, le qui, il faut aller le plus précis possible. Donc, c'est des citoyens dans le bassin versant qui ne sont pas touchés habituellement. Le quoi, donc, c'est un message. C'est là qu'on choisit qu'est-ce qu'on veut dire exactement. Dans le cas précis, on voulait simplement attirer la curiosité, amener les gens sur notre site. Le quand, ça se planifie très bien avec la station de radio, mais c'est de choisir. On a choisi, donc notre qui, c'était les gens qui n'étaient pas habituellement touchés par nos messages. Donc on a choisi un moment où les gens sont captifs de leur voiture quand ils vont travailler. Donc on sait qu'ils vont être là, puis on sait que ce n'est pas nécessairement des gens qu'on touche habituellement. Donc pourquoi? Comme je vous disais, pour attirer la curiosité. Et où? Là, c'est pas physique, mais c'est sur les ondes de Rouge FM. Donc, c'est ça, d'une action à l'autre, toutes ces réponses-là peuvent varier. Ça peut se recouper très bien aussi, souvent. Mais c'est vraiment la base de chaque moyen. Il faut se poser des questions pour tout ce qu'on va faire. Dans notre cas, on a utilisé plusieurs méthodes, puisque on a plusieurs groupes d'âge, groupes sociaux, tranches d'âge qu'on veut rejoindre. Donc, il n'y a pas un moyen qui fonctionne parfaitement pour tout le monde. Il faut adapter. Et donc, on a pris plusieurs moyens. Vous avez une petite liste ici, on va les voir un peu plus bas. Donc, d'un point de vue très concret, la radio, ce qu'on a appris, c'est que c'était très bon pour atteindre des gens qu'on ne touchait pas habituellement en tant qu'OBV. Donc, ce n'est pas des gens nécessairement qui vont nous appeler, qui vont aller sur notre site, qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux. Puis, ils sont très captifs. Fait que le message, c'est facile de le passer. Ils vont le réentendre souvent. Donc, pour ça, c'est très bon. Par contre, c'est un coût qui est relativement important. On parle d'à peu près 19 $ pour 30 secondes pour nos petites capsules qui sont travaillées avec les stations de radio. Donc, c'est vraiment important de vulgariser. C'est le prix OBVN. Non, c'est le prix habituel. En tant qu'OSBL, on peut avoir des rabais, mais ça dépend évidemment de la station de radio. Ça, c'est le prix de base, le 19 $ pour 30 secondes. Donc, un truc, si vous pensez à de la radio, c'est de préparer d'avance qu'est-ce que vous voulez que la personne à la radio dise. Parce que comment ça fonctionne, c'est qu'on leur donne l'information qu'on veut qu'ils disent. Eux préparent un petit clip, puis après ça, on approuve ou on retravaille ensemble. Donc, plus notre document de base est clair, plus notre message va être efficace. Puis, puisque les gens sont très captifs, on peut les inclure facilement en parlant au nous, par exemple, ou en faisant référence à des choses du bassin versant, de leur ville, de leur région. Comme ça, ils sont assis dans leur auto et ils se sentent investis. Et la chose à éviter, c'est d'essayer de faire de la vente. Donc, dans les annonces, tout le monde le sait, on ferme nos oreilles, on n'entend plus rien. Tout ce qui est dit, ça passe d'une oreille, ça ressort par l'autre. Donc, il faut éviter de faire ça. Il ne faut pas y aller en mode vente. Pour la vision, c'est un petit peu le même principe, mais tout est plus gros en fait. Donc,
touche, on peut inclure les gens encore, mais on frappe l'imaginaire vraiment très, très efficacement puisque c'est du visuel, puis c'est dans les choses qui sont les plus efficaces. Encore là, on touche un public qui est parfois difficile à atteindre, mais c'est très coûteux. On va voir ça dans les prochaines diapos. Ça force à être très original, donc à voir qu'est-ce qu'on peut faire notamment avec les acteurs du milieu, comment on peut gérer ça, passer outre les difficultés monétaires, notamment en réutilisant le clip. Si on fait passer une pub ou un clip à la télé, on peut le mettre sur notre site, on peut le mettre dans les réseaux sociaux, tout ça. Donc, à éviter, selon notre expérience en tout cas, c'est d'utiliser une grosse boîte de communication puisque les coûts sont énormes. Par exemple, la télévision communautaire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Bon, c'est moindre comme portée, mais en utilisant nos autres plateformes, on peut rejoindre encore là plus de personnes. Quand je vous parlais de grosses boîtes de communication, on avait fait faire des soumissions et on avait ici une soumission pour une identité graphique, mais surtout pour une pub télé et radio. Et j'ai pas le total, mais c'est à peu près 10-12 000 $, excluant la production, qui elle était entre 25 et 150 000 $. Donc, c'est vrai, on n'est pas contre BV. Donc, voilà, les coûts sont énormes, surtout pour les OSBL. Ça aurait mangé, en fait, d'un point de vue budget, ça aurait été impossible à gérer avec une grosse boîte de communication. C'est pour ça qu'on a fait appel aux gens du milieu, on a utilisé nos acteurs. Les réseaux sociaux, c'est un incontournable maintenant, de nos jours. C'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. La majorité des gens ont une page Facebook, que ce soit tous les acteurs à peu près, les municipalités, les OBV, les compagnies, tout le monde a des pages Facebook. Donc, s'en servir, c'est vraiment c'est nécessaire. Il ne faut pas juste que ça serve à exister et à être vide. Les avantages, c'est que c'est peu coûteux. En fait, la page en tant que telle est gratuite. C'est le temps qu'on met dedans qui va venir faire le temps et la publicité si on décide d'en faire. Et c'est très versatile. Donc, on a le contrôle à peu près total. Dans les désavantages, c'est que c'est facile de passer beaucoup, beaucoup de temps dessus. Il faut adapter, il faut se trouver des stratégies, puisqu'on pourrait passer 40 heures par semaine sur notre page Facebook, mais à un moment donné, les résultats ne seront plus là. Et le désavantage principal, c'est que c'est très, très court terme. On met une publication une journée, puis en dedans de 24 ou 48 heures, il y a à peu près plus personne qui la voit. Ça descend très, très rapidement. Donc, c'est super important de cibler l'audience et la fréquence, le timing de nos publications. On a un grand contrôle sur ça, mais de le calculer. Il faut aussi suivre tout ce qui est publication, donc encore là, calculer, prendre des informations, puisque c'est bien beau lancer de l'information sur la page Facebook, mais il faut vérifier après, faire une analyse de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis s'ajuster en conséquence. Et à éviter, évidemment, le spam. Donc, si on publie 10 choses dans la même journée, c'est sûr que les gens vont commencer à cacher nos publications ou notre page en tant que telle, puis là, on les perd pour le projet et pour tous les autres projets par la suite. Et comme je vous disais, il faut cibler l'audience, donc cibler les réseaux sociaux aussi. Facebook, dans notre cas, a été la solution, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les projets, tous les acteurs. Instagram est en train de monter en flèche, donc peut être une très bonne solution pour atteindre un public qui est plus jeune. On a un exemple ici de suivi, d'analyse. Ça, c'est tiré directement de la page Facebook, mais on s'est fait un document Google Sheet qui retrace à peu près les mêmes informations. Ça nous permet de voir, on voit dans le reach, la colonne avec les barres jaunes, on voit vraiment, il y a 2 posts qui ont très très bien fonctionné par rapport aux autres. Donc, on peut s'inspirer de ces 2 publications-là pour adapter nos prochaines communications. C'est vraiment, en temps réel, s'adapter toujours à ce qui se fait. Les événements, ça a été un incontournable pour nous aussi, puisque ça attire un grand nombre de personnes, notamment des colloques ou des événements beaucoup plus festifs. Comme on a les gens en face, c'est beaucoup plus facile de
de leur parler, de toucher leur imaginaire. Par contre, ça demande beaucoup d'organisation. Surtout, bon, un kiosque, c'est très gérable, mais organiser tout un événement en soi, c'est tout un job. Ça peut être coûteux selon l'événement, bien sûr. Et on est à la merci des festivals événements. Donc, par exemple, si on veut faire un kiosque, que tout est prêt pour notre kiosque, mais qu'il y a 2 événements durant l'année, ben, notre moyen kiosque va pouvoir servir uniquement 2 fois. Donc, on peut, pour contrer ça, aller plus large. Donc, viser des choses qui ne sont pas exactement reliées. Donc, dans notre cas, une campagne de sensibilisation sur les eaux de ruissellement. Il n'y a pas de festival sur les eaux de ruissellement dans notre coin. Donc, on est allé à Fort Cozap, qui est un événement de type Fort Boyard, très festif. Ça nous a permis de rejoindre les gens plus comme ça. Et combiner ça avec de la papeterie, donc des dépliants, des affiches, tout ça, c'est un très bon combo. Dans les choses à éviter, c'est de viser très grand. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont passer devant le kiosque, qui vont passer dans l'événement. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde se rappelle de tout et surtout à ce que tout le monde s'arrête au kiosque, par exemple. En général, ce qu'on dit, c'est que plus on touche de gens, donc plus il y a de gens dans l'événement, moins on touche de proportions de personnes. Si on fait une rencontre à 5 ou 10, par exemple, avec des élus ou avec des entreprises, on sait qu'on va toucher chacune de ces personnes-là. Par contre, si on va à un événement où il y a 10 000 personnes, c'est insensé de penser qu'on va toucher 100% de ces personnes-là. On peut en toucher une centaine, peut-être 200. Donc, il faut garder ça en tête pour ne pas se décourager aussi. On a des exemples ici. On a fait des kiosques au marché public d'Amkoui, ce qui n'est pas tout à fait relié, mais dès qu'on a l'opportunité, en fait, on se déplace. À la fête des guitares, même chose. Vous noterez qu'on s'était fait faire des beaux petits chandails jaunes fluo. C'était tout à fait volontaire pour que les gens nous reconnaissent et nous voient de loin. Donc, ça a été assez efficace, je dirais, pour ça. Les detailing, c'est un élément qu'il faut vraiment regarder là, à utiliser, le ludo-éducation également. C'est vraiment s'amuser et apprendre en même temps. Donc, on a réussi à faire dans Fort Cozap, comme Renaud disait, on faisait un événement, une activité. Donc, l'équipe avait 15 minutes avec les explications données, de faire un montage d'un réseau pluvial avec des barils où l'eau passe à travers du gravier, du sable, des jardins de puits, et qu'il fallait qu'ils s'assurent que l'eau ne fasse pas du tout à l'égout et qu'il n'y ait pas détruire la frayère qui était en bas là, du réseau. Fait qu'on emmenait les gens vraiment à travailler ensemble. Pour les 2 équipes, il fallait qu'ils pensent à tout ce qui était les eaux de ruissellement. Et ensuite, c'est tous les observateurs, donc toutes les personnes qui suivent les équipes pour encourager, ont pu voir la population qui est tout autour. Donc, à travers ça, on a pu quand même sensibiliser les gens là, sur Sauve ta frayère, c'est comme ça s'appelait ce jeu-là, et d'emmener les gens vraiment à réfléchir. Donc, pour la prochaine fois, moi, j'ai rencontré des gens qui ont fait le jeu et ils ont dit, OK, maintenant, je commence à penser, ça m'a fait réfléchir sur l'eau qui descend de ma gouttière, puis où elle va, puis savoir que ça peut faire un champ de boîte en bas. Ça a comme fonctionné quand même pour certaines personnes. Donc, on a eu une certaine atteinte là, sur le succès de ça. Pendant le jeu, on a eu des très bons feedbacks. Là. Les gens qui nous disaient « Waouh, enfin un jeu qu'on réfléchit un peu. » Puis tout ça, on sent qu'on a vraiment touché les gens avec ce jeu. Dans le cas de Fort Cozap, c'était une vingtaine d'équipes de 10 personnes là, qui ont directement fait l'activité, plus tous ceux qui passaient autour. C'est à peu près 10 000 personnes qui passent à Fort Cozap. C'était un beau succès. Relié avec les événements, il y a les rencontres. Donc, comme je vous disais, c'est beaucoup plus facile de cibler qui on veut qu'ils soient là et le message qu'on va leur passer. Par exemple, si on rencontre des élus ou des entrepreneurs, on ne dira pas la même chose de la même manière, on ne leur présentera pas le même matériel. Puis ça permet d'aller très très loin dans les démarches. Donc, on peut faire des rencontres qui permettent une prise d'action ou on peut aller plus loin que simplement leur donner de l'information, on les fait participer. Le désavantage, c'est qu'un peu comme les événements, ça peut prendre du temps à organiser et que certaines cibles vont être difficiles à rejoindre. On pense notamment à des cas où on invite toujours certains acteurs et ils viennent des fois, alors qu'on essaie beaucoup de leur parler.
dans certaines rencontres municipales, on a très peu de temps dans les rencontres où nous, on est invités, pas celles qu'on organise. Donc, nous, il faut adapter notre message à peu près à chaque fois. On peut utiliser d'autres moyens de communication pour préparer et surtout annoncer la rencontre. On parle de téléphone, de courriel, de page Facebook, de communiqué de presse. On vise vraiment large pour atteindre notre cible, évidemment selon la cible. Utiliser le réseau de contacts, c'est une très bonne méthode aussi dans notre milieu, en tout cas, où tout le monde connaît un peu tout le monde. Donc, c'est très facile de parler à quelqu'un qui va ensuite parler à d'autres personnes et les inviter. Et à éviter les rencontres purement informatives. Donc, les gens vont dodeliner de la tête, cogner des clous en arrière et vont pas se rappeler de la rencontre. Les journaux, c'est un des moyens qui a le mieux fonctionné pour nous. C'est quelque chose qui est très peu coûteux, en tout cas dans notre cas, notamment avec les journaux municipaux et avec d'autres journaux. Et encore là, c'est un public qui est difficile à atteindre parfois, mais qu'on peut toucher comme ça, en fait, si on est capable de se distinguer de la publicité, encore une fois. C'est très temporaire, un journal, même un hebdomadaire, c'est une semaine maximum. Par contre, tout ce qu'on fait pour les journaux, on peut les réutiliser. On a un exemple ici de capsule qu'on a faite dans l'avant-poste, qu'on a remis ensuite sur notre site, qu'on a remis sur les réseaux sociaux. Par contre, il faut faire attention de bien travailler en équipe avec les journaux, puisque si on fait juste leur dire « mettez ce texte-là, allez-y », on peut avoir des surprises. Papeterie, j'en ai un petit peu parlé, c'est utilisé en combinaison avec beaucoup d'autres moyens. Seul, c'est très peu efficace. Par contre, c'est pratique quand on le donne aux gens puis ça leur rappelle la rencontre qu'on a eue. Donc, en combinaison avec des rencontres, c'est très efficace. Par contre, ça peut être coûteux selon les quantités qu'on imprime, puis il y a beaucoup de gaspillage. Si on donne un dépliant à quelqu'un qui ne l'a pas nécessairement demandé, il va le jeter automatiquement. Voilà, on va aller un petit peu plus vite. On a fait un site web qui est une manière très, très efficace de centraliser l'information, de choisir vraiment qu'est-ce qui est diffusé et comment. Par contre, c'est une grande dépense de temps de maintenir à jour et de le mettre en place. Du bilan hydrique. Oui, je peux en parler. Ça, c'est un projet auquel on tenait vraiment, là, où on est en train de travailler à quelque chose d'automatisé pour produire ce qu'on appelle les bilans hydriques qui vont avoir 2 pages recto-verso. Puis, ces bilans-là, ils vont être d'ailleurs dans notre boîte à outils, vous allez pouvoir voir. Là. Il va avoir l'adresse de la personne, son nom, puis c'est vraiment un bilan de son propre terrain à lui. Donc, quel est, vous voyez pas ma souris, mais son propre terrain à lui, là, quelle est la contribution de sa toiture, de son entrée en termes de volume et de ruissellement urbain. Puis, ces bilans-là vont être envoyés par l'entremise des municipalités, donc en partenariat avec nous. Les municipalités vont l'envoyer à tous les résidents de la zone urbaine de nos 7 municipalités visées. Donc, ils vont recevoir chez eux, là, qui dit vraiment qu'est-ce qui se passe chez eux concrètement. Puis, on a aussi travaillé sur des ressources déjà existantes, là, dont on transmet sur le Facebook toutes sortes de choses qu'on voit passer, là, qui peut toucher le sujet. Puis, faut pas hésiter, on a appelé l'Université de Nebraska pour leur dire on aime vraiment votre document conception, ça s'appelait Rain Garden Design, puis on aimerait pouvoir le traduire en français, puis donc ils nous ont permis de faire ça, puis on est en train de travailler là, sur ce document-là en français. On trouvait qu'il manquait de documents de vulgarisation pour les citoyens. Donc, à retenir, trucs, découvertes et embûches. Des astuces, bon, il faut être original, on essaie de frapper l'imaginaire des gens. On utilise nos alliés beaucoup, utiliser la communication en provenance de la municipalité, ça amène une certaine crédibilité. Puis on essaie de l'humour, des fois ça aide, on va vous montrer un exemple plus bas, là, comme ici, on a l'intention de faire un projet de pochoir où, bon alors ça ici c'est une idée, c'est pas une idée finale, mais où on veut mettre des pochoirs à l'amont ou à l'aval d'une grille de pluviale pour que les gens vraiment visualisent que l'eau qui coule là puis qui s'enfonce dans le réseau pluvial s'en va directement à la rivière.
ici, en termes d'humour, là, on a fait ça pour notre dernier événement où on disait, on mettait des fausses publicités, des fake news Facebook qui disaient attention, il y aurait eu un requin d'aperçu dans le lac au saumon. Mais bien sûr, c'est pas vrai, puis on voit tout de suite sur la photo que c'est impossible. Mais ça a fait beaucoup réagir les gens, puis il y a certaines personnes qui se sont fait prendre d'ailleurs, puis on a un peu ri d'elles, mais c'était gentil. Pas hésiter à aller chercher de l'aide. On a contacté plein de monde dans le cadre de ce projet-là. On a contacté Green Communities Canada qui chapeaute le projet RAIN dans le Canada anglophone. Ils nous ont donné quand même des bons cues. Là. On a eu des bonnes discussions avec eux. On a parlé avec l'Okanagan Basin Water Board qui ont produit le document Slow It, Spread It, Sink It, puis bien sûr avec l'Université de Nebraska pour leur document de Rain Garden Design. Puis en parlant avec tous ces gens-là, là, ça nous donne beaucoup d'idées, puis ça nous permet des fois d'éviter certaines erreurs qu'eux ont fait. En fait, là, c'est ce qu'on voulait faire avec vous, mais là, au niveau temps, c'était de voir, il y a diverses manières que le cerveau pense, puis même vous allez voir à travers votre équipe, puis devient penser en fonction de ça. Donc, si vous avez une image que vous regardez, je vais vous présenter deux diapos, puis vous allez voir quelques images. Donc, je vous donne 3 secondes pour regarder la première diapo, puis je vais vous donner mettons 5 secondes pour la première diapo, et la deuxième diapo, un autre 5 secondes, puis vous allez voir à laquelle vous réagissez la même information est sur ces 2 diapos-là. Donc, si je reviens à ce que je vous ai montré, qui peut-être à main levée peut avoir noté la première diapo, c'est avec celle-là avec du texte. L'eau. Oui, c'est ça le choix. Je pense que c'est ça qui te donnait. Mais en tout cas, on peut le faire juste à main levée. Là, qui a noté pour eux, c'était plus facile de capter l'information avec le tableau. Juste à main levée. Beaucoup de monde. Puis ceux-là, je vous invite à baisser votre main. Fait que j'imagine. Puis ceux-là qui ont pu capter l'information mieux quand c'était écrit avec un texte. Je vous invite à lever votre main. Mais en fait, l'idée de ce que je veux vous présenter là, c'est quand on présente une information, généralement 5 secondes, c'est que ça va être le temps d'attraper votre chance. Fait que c'est vraiment de retenir ça aussi, là, puis qu'il y a diverses personnes qui vont aimer lire tous les détails, qui vont prendre plus ce temps-là de le lire, mais il va falloir qu'il y ait le temps de tout le lire. Donc, c'est un peu juste vous amener à réflexion quand vous développez du matériel. Oui, super important pour notre campagne de sensibilisation. On l'a beaucoup utilisé. Il faut avoir une banque d'images de quelque chose qui se passe chez vous, vos rivières, vos plans d'eau. On parle beaucoup, tu sais, surtout le ruissellement urbain, on va parler de choses qui se passent au Minnesota, en Californie, un peu partout, mais les gens ne se sentent pas touchés puis on les comprend. Fait que le plus qu'on a d'images de ce qui se passe ici, le mieux c'est. On a eu pendant un moment des capteurs d'orage, là, puis on essaie encore de le faire. Là. Quand il pleut, c'est le moment d'aller prendre des photos qui parlent. Puis qui sont. Les gens, ils sortent pas de chez eux quand il pleut, ils voient pas ça, mais quand on leur montre ces photos-là, ça les touche le plus particulièrement. Puis c'est des photos de leur rivière. Des images en action aussi. Là, à chaque fois que nos travailleurs municipaux, nos citoyens, nos entrepreneurs travaillent, on les prend en photo, puis on diffuse ces photos-là là, le plus possible pour les mettre en valeur, mais aussi montrer que ça se fait ici puis que c'est pas sorcier. Donc encore là, c'est des photos des aménagements qu'on a fait cet été, puis on va continuer de prendre des photos au fur et à mesure que les jardins vont se remplir de fleurs. Encore ici, donc une trousse d'outils, c'est un lien là, que vous pouvez cliquer dessus, c'est un lien Google Drive, puis on a mis toutes sortes de choses dedans. Puis n'hésitez pas à les utiliser, puis n'hésitez pas non plus à nous contacter s'il y a d'autres types d'informations que vous aimeriez avoir. Là. On vous les fera parvenir. La présentation, oui, en bas à gauche,
téléchargeable. Et finalement, avez-vous des questions? Puis, ce serait le fun, peut-être, on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais de discuter de qu'est-ce qui pourrait être mis en commun, s'il y a des choses dont on a parlé que vous aimeriez qu'on partage.